Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, quelle semaine on a eu? Ça a été assez mouvementé au niveau des différentes news dans l'écosystème de Cardano et des crypto-monnaies. Et je commence par vous dire dans le fond que il va y avoir des petits changements au niveau du podcast Cardano français, rien de très très grave. Je vais éventuellement faire plusieurs vidéos par semaine, et quand je dis plusieurs, ça va être un maximum de deux, parce que j'aimerais séparer dans le fond le contenu Bitcoin du contenu de Cardano. Étant un ambassadeur de Cardano, j'aimerais focuser énormément les vidéos sur l'écosystème de Cardano, mais il y a certaines informations qui, selon moi, sont très importantes par rapport à l'écosystème Bitcoin et ainsi de suite. Donc, en faisant des vidéos variées, ça permet de séparer justement le contenu, de faire des vidéos moins longues et de plus focuser justement sur le contenu parce que ça va être très important. Et vous le savez, je suis un Bitcoin maximaliste et un Cardano hodler. Donc, donner de l'information sur ces deux coins c'est le plus important pour moi. Et justement, ça permet encore une fois, comme je l'ai dit, de diminuer le temps des vidéos, avoir plus de contenu dans la semaine et évidemment, focuser également sur mon plaisir d'ambassadeur dans l'écosystème de Cardano. Et vous voyez, pour la journée, j'ai mon t-shirt HODL, j'allais me tromper de côté, mais HODL, je HODL hard et je suis avec vous dans le fond dans cet épisode aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler évidemment de pas mal de drama qui s'est passé dans la semaine, mais également des bonnes nouvelles évidemment du côté de Cardano. Et donc avant ça, ben vous voyez pas grand-chose. Ben oui, des bonnes choses quand même au niveau du top 10 là, avec Cardano qui dans les 7 derniers jours justement a été à haut niveau, dans le fond, à supporter le choc. Et évidemment, c'est dû à l'annonce de ETF de Cardano par Grayscale, il me semble. Donc, on est content pour ça. Et je vous l'avais prédit dans une vidéo il y a maintenant 2 étés. Donc pas l'été dernier, l'été d'avant, alors que j'étais justement en vacances à Boston et que je regardais les maisons sur le bord de la plage. Je vous avais prédit que justement il y allait y avoir l'ETF de Bitcoin qui allait sortir, probablement l'ETF voyons, Ethereum et que par la suite, eh bien, on aurait eu les autres ETF. Ça s'est passé plus rapidement que prévu, mais là, on a des propositions d'ETF. Et vous le savez, je ne pense pas que j'avais je ne pense pas que je l'avais ici. Bref, mais j'ai un tweet dans lequel une personne, je ne me rappelle plus de Vanguard ou je ne sais plus quelle institution financière, qui disait que dans le fond, l'ETF de Solana, eh bien, c'était pas nécessairement certain qu'il allait passer. Pourquoi? Parce que Solana, avec les transactions qui parfois ne passent pas, avec les arrêts de la blockchain et avec la difficulté de pouvoir suivre les transactions avec leur Explorer, eh bien, ce sont des red flags dans le fond pour pouvoir justement faire confiance à cet actif financier et à cet écosystème-là. Tandis que l'écosystème de Cardano, c'est clair, c'est limpide, tout est là, tout est précis, pas d'arrêt depuis que Cardano a été créé. Donc ça donne beaucoup plus confiance que justement que l'écosystème est décentralisé et ainsi de suite. Donc, c'est encore une bonne nouvelle et ça se reflète relativement bien dans le prix de Cardano. Traite de plaisanterie, dans le fond. Le premier, oui, c'est ça. Alors, avant d'entrer nécessairement dans le vif du sujet, eh bien, vous savez, il y a tellement d'activités qui se passent aux États-Unis, tellement d'activités qui se passent dans le monde de Bitcoin, tellement d'activités qui se passent et de news qui se passent dans le monde de Cardano. Fait que c'est vraiment à se poser la question, est-ce que vous aimez l'entertainment, est-ce que vous aimez le divertissement? Parce que il y a beaucoup, beaucoup de divertissement aux alentours de justement ces trois sujets-là, les États-Unis, Bitcoin, Cardano et cette année la dernière année de Bull Run, là. Donc, c'est vraiment très, 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 très excitant. Et aussi, rapidement, là, j'ai acheté ce livre-là parce que vous le savez, si vous ne le savez pas, il y a un film qui est sorti qui s'appelle It Ends With Us. Et il y a une grosse drama entre justement ces deux acteurs, Blake Lively, la conjointe de Ryan Gosling, qui est Deadpool et ainsi de suite, là. Bref,
Il y a plein, plein, plein de divertissements et je ne suis pas ça de près. J'ai acheté le livre à ma sœur parce que c'était la fête de ma sœur au mois de février, ben, ce mois-ci, il y a quelques jours. Et donc, c'est ça, je suis ça. Donc, il y a plusieurs divertissements et ça fait du bien de décrocher un peu du monde des cryptos et d'avoir un petit peu de légèreté avec Hollywood et toutes ces affaires-là. Bref, traite de plaisanterie. Donc, Intersect. Alors, on a eu encore une fois plusieurs vidéos de Charles Hoskinson dans la dernière semaine. C'était pas mal difficile à suivre toutes les vidéos, mais c'est important qu'il les fasse parce que justement, ça permet d'avoir beaucoup de plus de clarté, surtout pour moi qui n'ai pas le temps de être sur Twitter puis de suivre tous les débats par rapport au budget, par rapport à la Constitution, par rapport à la roadmap et ainsi de suite. Donc, c'est bien d'avoir l'opinion, évidemment, de Charles Hoskinson et de voir aussi l'opinion de la communauté et notamment, on n'en a pas, oui, on en a dans on a l'opinion également de la Fondation Cardano lorsqu'ils font des spaces. Des Twitter Space. Donc, ça donne la possibilité d'avoir justement les différents points de vue. Par rapport à Intersect, eh bien, Charles Hoskinson a expliqué un petit peu la situation de Intersect pour expliquer que dans le fond, c'est une entreprise non-profit, donc qui ne veut pas faire des profits, et que dans le fond, pour arrêter les rumeurs que c'est une compagnie qui est dans les îles Caïmans et ainsi de suite, là, il semble que justement ce soit une compagnie donc, qui open source. Et dans le fond, l'idée, c'est que cette compagnie-là, cette organisation-là, ou cette MBO, cette organisation-là, dans le fond, soit imputable de ses responsabilités par la communauté de Cardano. Donc, c'était l'idée justement de avoir une fondation qui aurait également à peu près le même style par rapport aux autres fondations, par rapport à la fondation d'Ethereum ou la fondation Solana, qui eux sont dans le fond les dirigeants de la compagnie. Et si la communauté n'est pas tant d'accord avec la façon dont la fondation se gère, eh bien à ce moment-là, ben, la communauté n'a pas vraiment de recours par rapport à ça. On a vu ça également dans le cas de Tezos où la compagnie et l'entreprise d'ingénierie eh bien, se sont fait la guerre. On a vu ça aussi dans le cas de IOS, où la fondation a eu quelques problématiques justement avec la compagnie notamment. J'ai oublié comment ça s'appelle la compagnie là. Bref, on a eu plusieurs cas où la fondation, qui était une entité, euh, allait dans une direction qui n'était pas nécessairement la direction de la communauté, ou était la direction de la communauté. Mais bref, il y a eu des frictions dans ces différents écosystèmes et malheureusement, on a encore une fois cette situation-là avec Cardano. Pourquoi? Parce que la fondation veut aller dans une direction en termes de gouvernance qui n'est pas la même chose que nécessairement IOHK et Emergo ou que même la communauté. Et donc, la communauté de Cardano est un petit peu tiraillée entre justement la fondation et IOHK et ainsi de suite. Et donc, Intersect devait être cette member-based organization, donc cette organisation qui accepte différentes autres entreprises qui veulent se mettre ensemble et qui veulent dialoguer, qui veulent voir comment justement on peut contribuer dans l'écosystème de Cardano en termes de gouvernance, en termes de constitution, en termes de budget, en termes de roadmap, de vision, entretien de la blockchain Cardano. Donc, tout ça étant dit, là, il y a eu des questions par rapport à savoir, bon, ben, est-ce que justement, qui est-ce qui s'occupe de gérer la Fondation Cardano? On a entendu qu'il y avait une compagnie dans les îles Caïmans et puis qu'il y avait une compagnie au Wyoming et ainsi de suite. Charles Hoskinson a, semble-t-il, tout expliqué, tout clarifié de ce point de vue-là. Mais malheureusement, il reste encore une fois qu'on sent beaucoup, beaucoup, beaucoup de divisions dans l'écosystème de Cardano. Je ne dirais pas que ça fragilise nécessairement parce que si on arrive à passer outre justement cette première étape de gouvernance, eh bien, ça va renforcer l'écosystème de Cardano. Mais là, évidemment, si on n'arrive pas à trouver un consensus au niveau de cette gouvernance-là, eh bien, oui, ça peut un petit peu fragiliser l'écosystème. Mais le plus important, selon moi, c'est de comprendre que toutes ces différentes institutions travaillent justement pour améliorer pour le projet Cardano. Donc, leur volonté, c'est vraiment justement que le projet Cardano soit la blockchain numéro un, la plus utilisée, la plus décentralisée et ainsi de suite.
Donc, c'est juste dans les moyens de réussir ou d'atteindre cet objectif-là qu'il y a des différences d'opinion. Et c'est ça qui est rassurant quand même. Cependant, eh bien, on voit que justement, ça génère quand même des petites problématiques parce qu'on voit justement euh, Cator, et je ne dirais pas son nom, mais c'est une personne que j'ai rencontrée, que j'ai déjà interviewée sur le podcast, qui travaillait pour IOHK, qui est allé du côté de la fondation pour gérer, il me semble, tout ce qui était CIP. Et donc, c'est une personne que j'aime beaucoup. On se parle beaucoup moins, là, mais ça fait même un bout qu'on ne s'est pas parlé. Mais bref, tout ça pour dire que, justement, lui a eu quelques problèmes, justement, avec l'équipe de Aiken. Donc, du jour au lendemain, plus d'accès, plus rien, plus de communication et tout ça. Et donc, ça, c'est un petit peu les répercussions, justement, de ce conflit entre, je pense, IOHK et la Fondation Cardano. Il y avait également une autre personne, Charles Hoskinson a fait une autre vidéo d'une autre personne justement qui a mentionné que bon, ben, lui, c'est fini avec la communauté de Cardano, avec le projet Cardano. Il va prendre un petit peu ses distances parce qu'il a tellement été attaqué sur Twitter et ainsi de suite. C'est triste. C'est un petit peu triste, mais évidemment, avec la gouvernance, et vous le voyez aux États-Unis, en Europe, euh, au Moyen-Orient, là, partout où il y a de la politique, où il y a de la gouvernance, eh bien, c'est là que ça crée des divisions. Mais encore une fois, le bon côté, le revers de la médaille, là, c'est que justement, il faut se dire que tout le monde essaye justement à le même objectif. Au niveau de la blockchain Cardano, c'est justement, encore une fois, de voir cette blockchain-là réussir et justement c'était important, je pense, que Rick, qui est au milieu avec Charles et avec Greg, ben, c'est ça, mettre cette photo-là pour mentionner que justement, même s'il y a des tensions, eh bien, les gens sont respectueux malgré tout, justement, dans leurs différents échanges. Mais évidemment, parfois, c'est important de remettre les pendules à l'heure. Alors, bon, tout n'est pas justement gloom and bloom et triste et ainsi de suite là. Il y a justement le revers de la médaille qui est que justement Cardano se fait remarquer. Et on sait que justement à la fin du mois, la fin de ce mois, au début du mois de mars, là, Charles Hoskinson devrait rencontrer quelqu'un de plus grand qui a beaucoup plus d'impact que Joe Rogan. Joe Rogan, c'est le plus grand podcasteur au monde. Il a interviewé, son avis est très important pour la majorité de la population aux États-Unis, en Europe et ainsi de suite. Il a également son lot de critiques, mais dans le fond, tout ce que Charles Hoskinson mentionne, c'est que il va rencontrer quelqu'un de très important d'ici la fin du mois et que justement, il sait que justement les institutions sont extrêmement bullish pour ce qui s'en vient pour ce bull run, dans le fond. Ce bull run et le prochain bull run, justement, qui arrivera aux alentours de 2029. Donc, ça permet justement de rester motivé, de se dire que, OK, nous sommes dans un écosystème qui est très important pour nous et que justement, il faut rester accroché à cet écosystème-là parce que justement, il continue d'aller dans la bonne direction parce que la bonne direction, c'est l'adoption de ces différentes institutions, que ce soit les banques, que ce soit les différentes compagnies aux États-Unis, que ce soit les technologies, que ce soit les différentes, pas les institutions, mais les différents pays qui vont commencer à adopter ces différentes crypto-monnaies, qui vont faire des réserves et ainsi de suite. Donc, il le dit là, il y a 20 trillions de dollars dans ces différents écosystèmes-là qui vont justement être investis justement par ces institutions, ces pays et ainsi de suite. Donc, il faut rester très attentif à ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, notamment au niveau du budget, euh, il y a eu certains commentaires qui sont sortis pour se dire que ben, pourquoi est-ce qu'une partie du budget serait investie pour des choses qui ne sont pas en lien avec Cardano? Et les choses qui ne sont pas en lien avec Cardano, et la personne, probablement que la personne n'est pas dans l'écosystème de Cardano depuis longtemps. Pour moi, évidemment, qui suis là depuis le début, depuis 2017, tout ce que je vois dans le budget, ce sont des choses évidemment qui sont relativement reliées à Cardano, mais qui n'ont pas d'impact commercial direct par rapport à Cardano. Je donne un exemple, Ouroboros.
Alors, si on fait de la recherche et du développement sur le protocole Ouroboros et ou alors sur Minotaur et ainsi de suite, parce que justement la recherche est faite, l'implémentation est faite, maintenant c'est de d'amener justement ce côté commercial à Minotaur, à Ouroboros Léos et ainsi de suite. Eh bien, tout ça, justement, ça demande du budget parce qu'on sait que, justement, l'écosystème de Cardano et des crypto-monnaies s'en va dans une direction. Et pour arriver dans cette direction-là, évidemment, Cardano qui veut toujours faire les choses de la bonne manière, eh bien, il faut faire en sorte, justement, de faire, finaliser la recherche, finaliser l'implémentation, faire des tests et puis implémenter, dans le fond, les différentes fonctionnalités. Et donc, on donne l'exemple de Ouroboros. Ouroboros qui a commencé, justement, en 2015 avec recherche et développement, documents académiques et ainsi de suite. Il y a eu l'implémentation entre 2015 et puis la mise en production justement en 2019-2020 avec, parce que justement Ouroboros, c'est le premier consensus Proof of Stake qui est l'équivalent du consensus Proof of Work de Bitcoin. Et là, on va arriver vers la version justement Leos, donc la version Leos d'Ouroboros qui va être fixer la performance lorsqu'on a un shard. Donc un shard sur la blockchain Cardano et ça, Ouroboros Leos va amener cette performance-là au top du top, juste quand on va avoir un shard. Donc, imaginez que lorsqu'on va avoir plusieurs shards, donc quand on va décupler la blockchain Cardano avec différents shards, eh bien, là, le niveau de transaction va être beaucoup plus élevé. Et déjà là, actuellement, là, on parle de transaction par transaction. Donc, encore une fois, c'est des choses qui demandent du temps et qui demandent de l'investissement pour s'assurer que on implémente de la bonne manière, justement, ces différentes mises à jour au niveau du consensus. La deuxième chose, c'est qu'on a Minotaur. Je vous en parlais, Minotaur qui est sur ce multi-consensus. Donc, si jamais Cardano veut arrêter d'être 100% proof of, euh, proof of stake et veut devenir multi-consensus, donc on aurait du proof of work, du proof of stake, on aurait du proof of authority, on aurait différents consensus qui roulerait sur la blockchain Cardano et qui sécuriserait la blockchain Cardano, eh bien, à ce moment-là, encore une fois, faut continuer cette recherche-là avant de l'implémenter. Et donc, c'est pour ça, encore une fois, que ça demande du budget. Donc, c'est pour ça que, justement, le budget, on est en train de... c'est pas tout de suite qu'on va voter sur le budget. Il y a différentes sortes de budgets qui sont proposés. Avant ça, évidemment, on a la Constitution à faire passer on-chain. Mais ce deuxième élément-là, semble ne pas être un sujet pour l'écosystème de Cardano, mais c'est un sujet qui est très, très important, justement parce que on parle de Minotaur et évidemment, on ne l'implémentera pas dans Cardano directement. D'abord, on risque de l'implanter au niveau des sidechains, des partner chains. Donc, une partner chain pourrait justement implémenter Minotaur et avoir encore une fois Proof of Work, Proof of Stake. Mettons, je donne un exemple, c'est quoi? C'est Ethereum classique qui est en Proof of Work pourrait justement devenir une partner chain et accepter justement de partager son consensus avec le Proof of Stake de Cardano, par exemple. Par exemple. Mais on sait que justement utiliser Minotaur, ce serait emprunter un petit peu de sécurité au niveau de la blockchain Cardano, avoir des nouveaux revenus pour la blockchain Cardano, donc beaucoup de bénéfices par rapport à ce multi-consensus qui, une fois qu'il serait mis en place, justement, serait bénéfique autant pour la nouvelle, le partner chain que pour l'écosystème de Cardano. Parce qu'on s'en va encore une fois vers une direction et cette direction-là, c'est de vendre des éléments de Cardano à d'autres blockchains. Donc, imaginons que je suis une nouvelle blockchain, que j'ai pas envie de me taper le consensus, que j'ai pas envie de me taper ben d'autres choses en termes de sécurité, puis d'aller chercher justement soit des stake pools ou alors de me chercher des mineurs ou des choses comme ça. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Comme nouvelle blockchain, je me prends un petit peu de consensus de Cardano, un petit peu de consensus d'Ethereum, Proof of Stake, les deux, différents Proof of Stake. Je prends un petit peu de consensus de Bitcoin
et je fais ma propre blockchain. Et il semble que c'est ce que des projets comme Eigenlayer font actuellement. Et Eigenlayer, justement, vous le voyez, là, Charles Hoskinson a investi justement dans ce projet-là également, mais 20 millions de dollars qu'ils ont reçus comme investissement avant que le projet démarre. Donc, on voit que c'est justement une direction dans laquelle va pas la communauté, mais les crypto-monnaies. C'est de vendre justement, les gros écosystèmes vont vendre une partie de leur sécurité, de leur consensus, et on va avoir des blockchains qui vont être capables d'agréger justement ces différents consensus-là et de fournir ça à une nouvelle blockchain pour vendre, pour lancer leur token et ainsi de suite. Et ça fonctionnerait également, encore une fois, même pour les partner chains, parce que on aurait un modèle, soi-disant, d'après ce que Charles Hoskinson mentionne, là, deux tokens. Donc, on aurait justement le token qui serait le token natif de Cardano dans le cas où Cardano vend de la sécurité, du réseau de sécurité, justement, à cette nouvelle blockchain-là. Et dans le fond, on aurait un autre token qui serait le token de la blockchain en question. Donc, ça, encore une fois, c'est sûr et certain que ça demande du développement, que ce n'est pas quelque chose qui va arriver demain matin. C'est ce qu'on on devrait mettre c'est ce qui devrait être mis en place du côté de Midnight. Donc, encore une fois, on a très hâte que Midnight arrive, mais ce sont des choses, encore une fois, qui vont demander du budget pour continuer justement à s'assurer d'avoir les bons éléments, d'avoir la bonne fonctionnalité, de s'assurer que la fonctionnalité fonctionne correctement avant de l'implémenter justement au niveau commercial pour les autres blockchains. Donc, on avait ça, et qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ben, évidemment, les partner chains. Donc, comme je le disais, je suis content parce que Romain Pellerin, il faut que je pense à l'inviter sur le podcast. Ça fait plusieurs fois que je le dis et plusieurs fois que je ne le fais pas. Je vais corriger mon erreur et vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Je vais avoir Romain sur le podcast et ce sera une super conversation. Mais justement, il fait un bon résumé justement des partner chains. Donc, partner chain, rapidement, c'est une blockchain qui veut s'intégrer à l'écosystème de Cardano pour utiliser ou pour avoir accès, dans le fond, à la sécurité et au layer one, dans le fond, de la blockchain Cardano pour qu'elle puisse focuser justement sur d'autres choses que ça. Si la blockchain Cardano est sécuritaire, eh bien, et que je peux justement l'utiliser moyennant des frais, justement, j'ai plus besoin de m'occuper de la sécurité de ma blockchain. Je peux juste me focuser sur d'autres fonctionnalités qui vont faire en sorte que je serai beaucoup plus performant. Encore une fois, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise Minotaur. Je vous ai parlé, Minotaur, c'est justement d'avoir plusieurs ressources, plusieurs consensus qui permettent encore une fois de diversifier le niveau de sécurité et justement, c'est ce qui va permettre les bénéfices, dans le fond, là, c'est que les différents SPO vont pouvoir miner, dans le fond, ou pas miner, mais sécuriser justement cette blockchain-là et vont être récompensés pour leur travail. Donc, des revenus additionnels pour les stake pools, des revenus additionnels pour les délégateurs de ces stake pools-là, et ça se peut également qu'il y ait certains de ces frais qui aillent dans la trésorerie de Cardano. Extensibilité. Donc, une fois que cette partner chain est là, eh bien, Cardano, dans le fond, lorsqu'on a une DApp sur la blockchain Cardano, elle pourra facilement utiliser les fonctionnalités de ce partner chain-là parce qu'il va y avoir une interopérabilité trustless entre les différents écosystèmes. Et là, on le voit sur l'image, là, c'est quelque chose qui va être très facile de passer d'une blockchain à l'autre. Les transactions avec les bubble fees vont être seamless, donc on n'a pas besoin de convertir quoi que ce soit. On paye en EDA ou on paye en Bitcoin et c'est transparent pour tout le monde. Au niveau de la sécurité, parce qu'on a fait cette recherche, parce qu'on a fait cette étude académique-là, il n'y a pas de risque de défaillance ou de quoi que ce soit, de hack et ainsi de suite. C'est beaucoup plus sécuritaire que les différents bridges qu'on est en train de véhiculer dans l'écosystème. Alors, on a le network effect, évidemment, la usability,
Et encore une fois, ben d'autres choses. Je vous invite à lire cross-chain, des fonctions cross-chain, une meilleure sécurité au niveau des différents réseaux et ainsi de suite. Donc, encore une fois, les partner chains vont être quelque chose de gros dans le futur, dans l'écosystème de la blockchain, pas nécessairement juste au niveau de Cardano. Et qui est-ce qui est en train de changer d'avis également? C'est Cointelegraph. Alors, depuis le temps que Midnight existe, et Midnight, on discute de Midnight dans l'écosystème de Cardano, jamais une publication n'en a parlé de manière sérieuse. Et puis là maintenant, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, Cointelegraph comprend que justement l'écosystème de Cardano est en ébullition et que justement la prochaine grosse attraction va être Midnight. Alors, pourquoi ils en parlent? Parce que, comme vous le savez, là, il risque d'y avoir des airdrops. Et il va y avoir des airdrops. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que les airdrops vont être de manière random dans beaucoup pas beaucoup d'écosystèmes, mais beaucoup de blockchains. Donc, si vous avez un portefeuille sur Bitcoin, ça se peut que vous receviez comme airdrop des Dust ou je ne sais plus quel va être le nom du token. Si vous êtes sur Ethereum, ça se peut que vous receviez des Dust. Et si vous êtes sur Solana, ça se peut. Fait que beaucoup de blockchains vont recevoir un airdrop. Il risque d'y avoir du travail, comme on le sait, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Fait que, qu'est-ce que beaucoup de gens vont faire? Ils vont commencer à acheter beaucoup d'EDA parce qu'ils vont se dire, par exemple, si j'ai un EDA, j'ai un token de Midnight, alors que ce ne sera pas nécessairement le cas. Donc, c'est très, très bien, par exemple, qu'ils fassent de la publicité, qu'ils en parlent, parce qu'encore une fois, ça démontre que après Mike Novogratz, après, j'ai oublié son nom, mais après toutes les personnes qui ont cassé du sucre sur le dos de Cardano, eh bien là, maintenant, ils commencent à justement parler en bien de la blockchain Cardano et parler en bien des différents projets, Donc, aujourd'hui, c'est Midnight. Demain, ce sera World Mobile Token. Après-demain, ce sera Indigo. Après-demain, ce sera un autre token de l'écosystème de Cardano. Donc, tout le monde est content et tout le monde y gagne par rapport à ça. Donc, encore une fois, c'est juste du bon. Juste du bon pour Cardano, juste du bon pour la blockchain, juste du bon pour ce bull run. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez aimé l'épisode et la nouvelle formule. Je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Peace.